République démocratique du Congo, la MONUSCO accuse de nouveau les rebelles du M23 d'avoir commis des exactions à Rumangabo et à Kiwanja dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le M23 continue de nier toutes ces accusations et parle à son tour de manipulation de Kinshasa. Rappelons que la mission onusienne a assisté impuissante à la récente prise de Goma par les rebelles du M23. Le point avec notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rodaïgua. C'est au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO que cette révélation a été faite à la presse nationale et internationale. Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, relate les faits. Le 5 février, un détachement du M23 composé de 15 éléments armés a tenté de s'introduire de force dans le camp des déplacés de Kiwanja. Sitôt informé, le commandant du poste opérationnel de la force de la MONUSCO de cette localité a promptement déployé une patrouille d'intervention rapide et agressive pour en interdire l'accès aux rebelles. Le même jour, les rapports ont signalé l'arrestation de 12 femmes au village Katale par le M23 pour refus de participation aux travaux communautaires de balayage des routes imposés à tous les villageois. Grâce à l'intervention de la MONUSCO et des autorités locales, elles furent libérées contre paiement d'une amende. À la même date, les rapports ont fait état de la fin, le 9 février 2013, de la deuxième phase de formation d'endoctrinement, initiée le 31 janvier 2013 par le M23 à Rumangabo et imposée à tous les chefs des villages et des quartiers. Certains de ces notables séquestrés qui se sont opposés à cette opération de lavage de cerveau ont été torturés par les services de répression du M23. S'agissant de la formation forcée ou du lavage de cerveau, le M23 reconnaît qu'il organise régulièrement des recyclages politiques et militaires en faveur de ces cadres. Maître Hassani Kangapipi est un nouveau cadre du M23 qui est en pleine formation politico-militaire. Personne ne m'a forcé. J'étais convaincu. Je suis prêt même à apporter cette pierre à l'édifice pour changer le Congo. C'est pourquoi je suis là. J'ai jeté ma toge, j'ai bon de rejoindre le mouvement pour contribuer à cette révolution. Le M23 qualifie toutes ces accusations d'une manipulation du gouvernement de Kinshasa qui cherche toujours à le noyer pendant qu'ils sont sur une même table de discussion à Kampala. Réaction du Bishop Runiga, président du M23. Nous avons demandé une enquête indépendante et je continue à la demander et n'est jamais arrivée. Mais nous voulons qu'elle vienne pour vérifier toutes ces allégations-là. Mais le M23, ça va être un mouvement qui respecte les droits humains, qui veille sur la sécurité des biens et des personnes. Nous disons que c'est pas juste, c'est une manipulation du gouvernement de Kinshasa. Pour l'instant, des voix s'élèvent au pourparlers de Kampala pour inviter le M23 à cesser la guerre qui est qualifiée de sans objet par une certaine opinion politique. François Mwamba est membre de la délégation gouvernementale. Nous n'avons pas besoin de la réaction du M23. Nous attendons une seule chose aujourd'hui du M23. C'est la cessation des activités militaires. Ça suffit comme ça. Nos populations ont suffisamment souffert. Pour autant qu'il y ait eu un problème lié à l'application de l'accord du 23 mars 2009, il n'y a là-dedans rien du tout qui puisse justifier toutes ces monstruosités que nos populations, notamment dans le Nord Kivu, ont pu vivre. Nous attendons maintenant qu'ils déposent les armes. Depuis Goma, Primo Pascal Rodaïgua pour La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, la localité de Punya est de nouveau sous le contrôle des FARDC, les forces armées de la RDC. Cette localité de la province du Maniema, riche en minerais, avait été conquise samedi par la milice des Raya Mutomboki, un groupe qui s'oppose régulièrement à l'armée régulière. Et il y aurait eu des morts, mais impossible d'avoir un bilan ce matin. Les précisions sur cette contre-offensive de l'armée avec notre correspondant Kamanda Wakamanda Muzembe. Des renforts des FARDC venus de la province orientale ont reconquis la cité de Punya en fin de matinée du dimanche. C'est le nouveau chef de la force terrestre, le général Olenga, qui a organisé la contre-offensive. Selon le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, il y a eu plusieurs dégâts humains lors des affrontements pour la reprise du contrôle de la cité de Punya par les forces régulières. Punya avait été occupé samedi matin par des hommes armés se réclamant du groupe Raya Mutomboki. Ces Maïmaï accusent l'armée régulière de procéder à des tracasseries sur la population locale et ils disent ne pas être opposés au pouvoir de Kinshasa. Réaction de Lambert Mende, ce sont plutôt les gisements miniers de cette cité qui, comme dans d'autres contrées du pays, sont convoités par les différents groupes armés. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.
Et pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, tous les États de la région doivent signer un accord cadre dimanche prochain. C'est ce qu'indique l'ONU. Le secrétaire général Ban Ki-moon se rendra à Addis Abeba pour assister à la cérémonie de signature. L'accord cadre doit être signé par la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola, le Congo, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Et hier, Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ont exprimé leur volonté de contribuer au retour de la paix dans l'Est de la RDC. Le président rwandais achevait une visite officielle de 2 jours à Oyo, le village natal de son homologue congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, réaction de Kinshasa face aux nouvelles accusations de la MONUSCO contre le M23. Selon la force onusienne, le mouvement rebelle a commis des exactions à Rumangabo et Kiwanja dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le gouvernement congolais souhaite que la brigade internationale d'intervention, dont la création est prévue sous l'accord cadre régional, qui sera paraphé le 24 février en Éthiopie, permette d'éradiquer ces groupes rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC. Mais de son côté, le M23 crie à la manipulation du régime de Joseph Kabila. Je vous propose d'écouter Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, qui revient d'abord sur la reprise par les FARDC de Punya, localité de la province du Maniema, qui était tombée aux mains des Rai Mutomboki pendant le week-end. Les FARDC ont pu chasser de la ville de Punya les bandes qui se présentent comme des Raïa Mutomboki et ils sont en train maintenant de veiller au retour dans la ville des populations qui s'étaient égayées dans des localités environnantes. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui avaient été déplacées initialement? Plusieurs milliers de personnes. Punya est un important centre minier avec une forte concentration de population qui s'adonne à des activités artisanales d'extraction minière. Donc c'est un gros bourg qui a vu tous ses habitants partir à l'arrivée de cette bande armée. C'est une localité riche en minerais. Est-ce donc les gisements miniers qui étaient convoités par les Raïa Mutomboki? Nous pensons qu'il en est ainsi. La plupart des localités, que ce soit au Kivu ou dans la province orientale qui sont attaquées par des groupes armés, sont des localités minières. En fait, il s'agit d'une nouvelle forme de criminalité en bande organisée qui revendique souvent des motivations politiques ou communautaires qui n'en sont pas. Pendant ce temps, la MONUSCO accuse de nouveau le M23 d'avoir commis des exactions à Rumangabo et à Kiwanja dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Comment Kinshasa réagit à cela? Il n'y a rien de nouveau. Kinshasa a toujours dit, et je pense que la communauté internationale est d'accord avec nous, que nous sommes en face d'un groupe criminel qu'il faut absolument éradiquer. Dieu merci, des résolutions ont été prises dans ce sens. Nous espérons que le 24 février, avec la signature de l'accord cadre par les 8 États de la région et le secrétariat général des Nations Unies, nous assisterons rapidement à la mise en œuvre de cette brigade internationale d'intervention qui a comme mission, entre autres, de réprimer et d'éradiquer cette force négative qui n'a que trop causé du mal aux populations inoffensives congolaises. Justement, à propos de cet accord cadre, l'ONU a donc confirmé la signature le 24 février à Addis Abeba. Vous venez de le dire. Un accord qui doit permettre de pacifier l'Est de la RDC. Est-ce donc l'espoir de sortir cette partie du pays de ces sempiternels conflits armés? Dans la mesure où, pour la première fois, on aborde globalement les problèmes, où on ne se focalise pas uniquement sur les conséquences, en fait, d'une crise, mais où on parle des causes, qui sont tout d'abord l'ingérence de certains pays de la région dans les affaires congolaises, et l'accord cadre consiste d'abord en un engagement de tous les signataires à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États dans la région, et ensuite à s'impliquer dans la recherche des solutions aux problèmes communautaires, économiques, politiques dans leur propre pays qui ont un impact sur la situation de la sécurité en République démocratique du Congo. C'est donc une approche globale. Nous en félicitons le secrétariat général des Nations Unies parce que nous pensons que c'est de cette manière qu'on peut avoir des solutions durables à la crise qui a déstabilisé l'Est du Congo et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Lambert Mende, ministre congolais des médias, joint à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
9h34 à Addis Abeba, c'est dans la capitale éthiopienne que doit être signé dimanche prochain l'accord cadre sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a confirmé sa participation à cette rencontre qui réunira 11 chefs d'État ou leurs représentants. Ce plan régional de paix avait été présenté il y a 3 semaines à Addis Abeba, mais il avait été rejeté par les dirigeants africains. Un problème de procédure et non de divergence de fond, assure l'ONU. Zéphirin Kouadio nous rappelle les grandes lignes de ce plan de paix. L'idée centrale du texte est de remédier aux causes profondes des violences récurrentes en République démocratique du Congo. Dans le document qui sera présenté à nouveau aux dirigeants à la fin de la semaine prochaine, les États doivent s'engager à ne pas soutenir, financer ou abriter les groupes armés responsables de l'instabilité qui règne dans l'est de la RDC. Et pour y veiller, des mécanismes de contrôle plus contraignants et supervisés par l'ONU seront mis en place dans chacun des pays signataires. Selon nos informations, l'une des nouveautés de ce qui se jouera à Addis Abeba le 24 février est que le nombre des signataires devrait s'enrichir de 3 nouveaux pays. Il s'agit de la Centrafrique, du Mozambique et du Sud-Soudan. Et toujours selon nos informations, le texte qui a le soutien de l'ONU, de l'UA, de la SADC et de la Conférence internationale des Grands Lacs a toutes les chances d'être signé par les 11 dirigeants africains. Parallèlement à cette initiative, l'ONU souhaite renforcer sa mission en RDC. L'institution veut mettre en place une brigade d'intervention d'environ 2500 hommes, un dispositif militaire avec un mandat permettant l'usage de la force contre le M23 et l'ensemble des groupes armés présents dans la région. La création de cette brigade doit toutefois être entérinée par le Conseil de sécurité. Et à propos du M23, le groupe rebelle réaffirme que ses revendications sont légitimes et demande de véritables négociations face à face avec Kinshasa. Les pourparlers qui se tiennent à Kampala depuis début décembre semblent en panne ces jours-ci, depuis en fait que le gouvernement a considéré les revendications du M23 illégales. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sera le 24 février à Addis Abeba pour la signature d'un accord cadre de paix sur le conflit en RDC. L'accord devrait, pense-t-on, aider à rétablir le calme dans l'est du Congo ravagé par des groupes armés congolais et étrangers. Il doit être signé par les Nations Unies, les pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et aussi par des États membres de la SADC. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a dit qu'il y est question de respect de la souveraineté de son voisin et de la nature et du commandement de la force internationale neutre à déployer dans l'est du Congo. Pour nous aider à mieux comprendre ce qu'il faut attendre de la cérémonie d'Addis Abeba, nous avons en ligne Thierry Vircoulon de l'International Crisis Group Afrique centrale. Monsieur Vircoulon, est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Alors, que faut-il attendre de cette conférence concernant particulièrement la force internationale neutre? Je crois qu'il ne faut pas en attendre grand-chose. Il y a déjà eu beaucoup de déclarations d'intention qui ont été faites dans les Grands Lacs depuis 10 ans. Je crois que dimanche, nous apprendrons avec étonnement que tous les présidents de la région, en plus des Nations Unies, sont évidemment favorables à la paix et à la stabilité dans les Grands Lacs. Le seul élément nouveau, comme vous le disiez, c'est la question de cette force neutre qui doit être intégrée dans la MONUSCO. C'est l'élément novateur, mais il y a encore beaucoup d'interrogations sur la forme de cette intégration et sur les modalités de cette intégration. Est-ce qu'elle signifie qu'il y aura une force dans la force, ou est-ce que cette force africaine sera complètement intégrée dans la MONUSCO? Je pense qu'il va falloir regarder, comme on dit, le diable est dans le détail, et je crois qu'il va falloir regarder le détail. Monsieur Virculon, déjà, en fait, sur la dépêche que j'ai devant moi, on voit que l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Mozambique, et pour citer la dépêche, qui fourniraient la majeure partie des effectifs de cette force, estiment qu'elle devrait être placée sous un commandement autonome. C'est déjà un problème. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il y a déjà eu des difficultés lors des dernières négociations et que le texte n'a pas pu être signé. Depuis le début,
que l'idée de cette force a été lancée, il y a une divergence entre les pays de la SADC et les Nations Unies sur le contrôle et le financement de cette force. Pour résumer, on pourrait dire que le point de vue des Nations Unies consiste à dire que si ils payent, ils doivent aussi avoir le contrôle de cette force, tandis que le point de vue de la SADC est de dire, comme vous le signalez, que ils souhaiteraient avoir une certaine marge d'autonomie tout en bénéficiant évidemment du cadre et des financements onusiens. Donc on voit bien c'est une dialectique un peu complexe et qu'on peut résumer d'une façon très simple. Les Africains ont les hommes mais n'ont pas les financements, et les Nations Unies sont demandeuses de troupes en quelque sorte, mais veulent garder le contrôle. Merci, c'était Thierry Vurcoulon de l'International Crisis Group Afrique centrale. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 24 février à Addis Abeba de l'accord cadre de paix sur le conflit armé en RDC. Un accord qui devait être signé en janvier dernier mais qui avait été reporté. Cet accord prévoit le respect mutuel de souveraineté des pays voisins et porte sur la nature et le commandement de la force internationale neutre à déployer dans l'est de la RDC. Cette unité composée de 4000 soldats devra démanteler les groupes armés opérant dans cette zone, notamment les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, et le mouvement du 23 mars, le M23. Son financement et la date effective de son déploiement ne sont toujours pas définis. Le point avec Dismas Kitenge, président du groupe Lotus à Kisangani dans la province orientale. Il avait fait le plaidoyer du déploiement de cette force dans l'est de la RDC. Il nous rappelle d'abord ici qu'il y a également des problèmes sécuritaires importants en Ituri, entre autres régions. La question de la sécurité dans la province orientale, à l'heure actuelle, se caractérise d'une part par les problèmes, les conflits, les affrontements armés entre les groupes armés de Paul Sadala dans les territoires de l'Ituri de la province orientale à Mambasa. De l'autre côté, c'est le côté de Opieng. Opieng, c'est dans les territoires de Bafouassé, environ 262 km de Kisangani. Là également, il y a souvent des problèmes entre l'armée congolaise et de l'autre côté, les éléments de Maï qui sont là et qui ont refusé d'intégrer pendant longtemps l'armée congolaise et qui ont leurs revendications. Ces derniers temps, ils ont accepté de faire la paix. Un petit peu plus à l'est du côté de Goma et de Bukavu, nous savons aujourd'hui qu'il sera signé à Addis Abeba finalement le 24 février de l'accord de paix sur le conflit armé en RDC. Les pays signataires donc devront respecter la souveraineté des voisins. L'on sait que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sont signataires, donc est-ce que ce type de promesse, selon vous, pourra être tenu? Nous saluons d'abord la réaffirmation de ces principes. Deuxièmement, nous disons que ce n'est pas un fait nouveau. Je crois que les États déjà, par la charte des Nations Unies, il y a le respect de la souveraineté, il y a la non-agression d'un État par un autre, il y a aussi la charte de l'Union africaine qui en parle. Et là, nous avons beaucoup de doutes que les pays qui aujourd'hui soutiennent d'une manière ou d'une autre les groupes armés au Congo puissent vraiment appliquer. 4000 soldats seront appelés à être déployés dans l'est de la RDC. Et puis, il y a quelques désaccords sur la question du financement, des questions sur le commandement de cette force. Je pense que c'est vraiment un problème de volonté politique, tout simplement. Les États qui signent caractérisent par une sorte d'hypocrisie. D'un côté, ils disent bien qu'on tient beaucoup à ces principes, mais de l'autre côté, ils ne veulent pas donner le moyen. La République démocratique du Congo avait à un moment donné émis l'idée selon laquelle elle sera à mesure aussi de contribuer à environ, 5-7 millions de dollars, ce qui ne manque pas à la République démocratique du Congo si vraiment les autorités congolaises veulent la paix dans leur pays. De l'autre côté, tous les États de la région qui devraient d'abord, et en premier lieu l'Union africaine qui doit donner les moyens nécessaires. On parle des hommes qui doivent être déployés, mais il faut avoir le moyen. Il semble qu'il y ait un point de désaccord à ce niveau-là aussi. Quel type de force militaire exactement? En décembre 2012, j'ai été à Addis Abeba pendant 5 jours pour faire le plaidoyer auprès du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a entendu pour la première fois une organisation internationale de défense des droits humains, la FIDH et le groupe Lotus que je représente,
sur cette question, nous avons été entendus la question de la crise à l'Est. Et nous avons plaidé beaucoup pour le déploiement de la force internationale neutre de l'Union africaine à l'Est. Et notre analyse, c'était que cette force-là soit intégrée au sein de la MONUSCO. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait des forces, internationales avec 2 mandats différents en concurrence. Mais aujourd'hui, tous les problèmes se posent de la manière dont, concrètement, cette force internationale neutre va fonctionner. Ils disent qu'ils doivent avoir, la force internationale neutre doit avoir son commandement unique. La mise en place effective de cette force va prendre encore un peu de temps. Et ces temps-là risquent de servir de prétexte aux belligérants, c'est-à-dire au M23 et au gouvernement. Si jamais ils ne se mettent pas d'accord à Kampala de relancer la guerre. Et là, c'est juste des manœuvres qui sont orchestrées, mais aussi une insuffisance de volonté politique réelle de l'Union africaine à déployer le plus rapidement possible cette force internationale neutre à l'est du Congo. Et si on ne fait pas attention, si ça traîne, nous pouvons regretter que le conflit reprenne sur le terrain. Dismas Kitenge, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et président du groupe Lotus, joint à Kisangani, qui m'a par ailleurs confié que l'enquête sur l'incendie non accidentel de son domicile en janvier 2012 n'a pas abouti, malgré les recommandations du ministre congolais des... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, sera-t-il le médiateur d'un nouveau dialogue entre les acteurs politiques du Congo-Kinshasa ? En tout cas, son nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines. À Kinshasa, une ONG de la société civile le réclame. Le RENADOC, le Réseau national des associations de défense des droits de l'homme. Écoutez son secrétaire général, Fernandez Murola. Denis Sassou Nguesso, c'est quand même notre beau-frère. Il a quand même la maîtrise parfaite de tous les acteurs congolais. Ça ne servira à rien de faire un dialogue national où il n'y aura pas Tshisekedi, où il n'y aura pas Kamere, où il n'y aura pas Mosengo et que sais-je encore. Ça ne servira à rien. Si nous devons faire un bon dialogue, il faut que toutes les filles et tous les fils de notre pays, les plus influents, les plus pertinents, soient là. Nous, comme RENADOC, nous proposons Sassou Nguesso. Il connaît très très bien nos problèmes et il connaît très très bien nos acteurs politiques. Qu'il s'agisse des acteurs de l'opposition, qu'il s'agisse des acteurs de la majorité présidentielle. Donc il connaît tout le monde. Nous estimons que c'est la personne indiquée pour faciliter les assises, parce qu'il a aussi intérêt que ce pays marche comme il se doit. Comme je l'ai dit, c'est notre beau-frère, il a tout intérêt aussi que la République démocratique du Congo soit prospère et que ça cesse de demeurer un pays balkanisé, un pays mal gouverné, etc., etc. Des propos recueillis par notre correspondant Bruno Minas. Et toujours en République démocratique du Congo, la famille d'un capitaine des forces armées, le capitaine Désiré Koboli-Sombo, dit son inquiétude sur le sort de l'officier. Selon un proche, il a été arrêté il y a 10 jours à Kinshasa par des militaires et transféré au camp Kokolo. Sa famille n'a pas pu le voir depuis et quelques jours après l'arrestation, sa maison a fait l'objet d'une fouille musclée. Selon la famille, les téléphones de sa femme ont été subtilisés ainsi qu'un ordinateur. Par ailleurs, alors que les pourparlers semblent bloqués à Kampala entre Kinshasa et le M23, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, réaffirme que les rebelles ont bénéficié d'une aide extérieure, sans mentionner de pays en particulier. Il prévient en outre que le conflit risque de s'embraser à nouveau. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la RDC, ce matin à Kisindi, ville frontalière avec l'Ouganda, la police a tiré à bout portant sur des manifestants. Bilan, au moins un mort et un blessé, selon des sources locales. La population révoltée par l'incident n'a pas voulu que le corps soit retiré avant constat officiel et l'arrivée d'une délégation gouvernementale venue de Beni, à environ 100 km de la ville. Toute activité a été suspendue dans cette localité où la population s'était mêlée à des chauffeurs de taxi-moto qui manifestaient contre l'assassinat d'un des leurs hier et l'insécurité constante. Jaribou Mouliwavio, député du territoire de Beni, était sur les lieux de la tourmente quand je l'ai contacté, juste à côté de la victime, nous a-t-il précisé. Et le matin, quand la population voulait manifester contre ces cas de sécurité, la population a été dispersée par la police nationale congolaise. Cette police a tiré à bout portant contre la population des manifestants. Et il y a un mort qui sont arrivés à Kassing avec l'administrateur des territoires, un député national et moi-même, et une délégation du gouvernement pour venir vous enquérir de la situation. Les premiers éléments de l'enquête
c'est que c'est un élément de la police des frontières qui a tiré à bout portant contre la population et il est sous le verrou. Et ce que nous sommes en train de demander, c'est que ces policiers soient jugés et d'abord qu'on organise une audience publique où la population elle-même va suivre les débats par rapport aux motifs pour lesquels les manifestants ont été attaqués. Il y a eu des armes lourdes qui ont descendu dans toute la cité de Kasindi, donc il n'y a pas eu d'activité. Et ce n'est pas le premier cas, donc il y a des cas comme ça d'assassinat. Ça fait 3 ans qu'on a été ici encore à Kasindi. Il y a un commandant et major qui avait ordonné que tout encore sur la population et jusque-là il est arrêté. Est-ce que vous avez vu la victime? Je suis devant le corps puisque la population a refusé que la dépouille ne soit enlevée avant que les enquêtes ne soient menées. Là, nous sommes avec les autorités et le corps, malheureusement, est dans la rue. La population est surchauffée. De ce côté, il est 18h30, donc 6h30 du soir. Et c'est toutes les rues qui sont en train d'être scandées par les chasseurs révolutionnaires, les chasseurs de l'époque Mobutu. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Il y a eu des blessés et nous n'avons pas encore eu le temps d'aller à l'hôpital. Et j'apprends qu'il y a un blessé qui a été touché par balle au niveau de la cuisse. Mais ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de garantir à la population que les enquêtes vont être objectives, mais aussi qu'on lève les corps et qu'on l'enterre avec honneur. Jaribou Mouliwavio, député du territoire de Béni en RDC. Suite à la proposition de dialogue national faite par le président congolais Joseph Kabila, les initiatives se multiplient et plusieurs idées sont avancées par divers acteurs de la vie politique et de la société civile. Le MSR de Pierre Lumbi avait proposé que ce dialogue soit tenu à Kinshasa et qu'il soit coordonné par les présidents de 2 chambres du Parlement. De son côté, le RENADOC, le réseau national des ONG des droits de l'homme, a une toute autre idée sur la question. Il propose notamment comme facilitateur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Fernandez Mourola, secrétaire exécutif national du RENADOC, a dit hier à Kinshasa, lors d'une conférence de presse, qu'il souhaitait voir la tenue de ces assises en mars prochain à Brazzaville pour une durée de 15 jours maximum. Écoutons-le, Fernandez Mourola, secrétaire exécutif national du RENADOC. Pour que toutes les filles et tous les fils de notre pays se retrouvent, le meilleur endroit ce serait de se retrouver en dehors du pays. Et nous avons estimé que c'était important que ce soit Brazzaville, la capitale de la République du Congo, qui accueille ce dialogue national de la République démocratique du Congo. Nous avons également proposé que ce soit Denis Sassou Nguesso qui soit les facilitateurs. Et nous avons estimé que si nous avons déjà délégué des forces vives de toutes les couches sociales, de toutes les couches politiques de notre pays, on peut faire ce dialogue pendant 15 jours et on peut aboutir à un bon résultat. Et parmi les résultats escomptés, nous avons estimé qu'il était important que ce dialogue produise la politique globale de développement durable de notre pays, que les participants signent un pacte national de stabilité durable de la République démocratique du Congo et qu'il y ait une cohésion sincère entre tous les fils de notre pays pour la défense de la République démocratique du Congo qui est assujettie aujourd'hui aux menaces endogènes et exogènes, notamment les pillages systématiques des ressources naturelles, les agressions répétitives du Rwanda et de l'Ouganda, l'impunité, les évasions fiscales, la corruption et que sais-je encore. Est-ce que finalement le choix de Denis Sassou Nguesso c'est en lien un petit peu avec ce qui s'est passé en République centrafricaine et l'on peut dire finalement la résolution entre guillemets rapide de ce conflit si l'on compare à Kampala? Notre situation n'est pas similaire à la situation en République centrafricaine. Mais nous avons estimé que Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso, c'est notre voisin. Il parle français, il parle le lingala, il connaît très bien tous les acteurs politiques de notre pays. Il est aussi un acteur important au niveau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mais également au niveau des CEAC. Et donc, nous estimons qu'il peut bien jouer ce rôle. S'il convoque les principaux acteurs politiques de notre pays, ils vont répondre à son invitation. Tandis que si nous le faisons à Kinshasa, il y a lieu que certains acteurs politiques ne prennent pas part à ce dialogue. Et si ces acteurs ne prennent pas part au dialogue, et ce dialogue n'aura pas les résultats que nous souhaitons, tout ce qui est la cohésion nationale forte pour faire face aux menaces de déstabilisation de notre pays. Alors vous proposez à l'issue de ce dialogue la formation d'un nouveau gouvernement et je cite composé du meilleur des Congolais. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons proposé que toutes les conclusions de ce dialogue
soit par la suite entérinées par les institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, et que ces décisions soient opposables à tout le monde, et qu'à l'issue, on forme un dialogue, un gouvernement d'union nationale qui doit répondre devant l'Assemblée nationale, bien entendu, et qui réunisse quand même le meilleur des citoyens congolais. Est-ce que vous pensez qu'un dialogue national pourrait résoudre cette crise dans l'est du pays ? Oui, la crise de la République démocratique du Congo est endogène et exogène. Le M23 est une force négative de la même nature que les FDLR, de la même nature que les ADF NALU et les LRA. Ils doivent être éradiqués, ils doivent être neutralisés comme il se doit. Mais les forces négatives n'ont pas le droit de participer à notre dialogue entre Congolais. Vous savez que le 24 février donc sera signé normalement l'accord cadre de paix sur la RDC. Est-ce que vous pensez que suite à cela, finalement, la situation va se débloquer ? Nous espérons que la situation va se débloquer. Et si l'accord cadre n'arrive pas à débloquer la situation, nous allons continuer à résister et à nous battre contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer à résister pour défendre les attributs fondamentaux de notre pays. Nous faisons qu'une autre proposition. Nous attendons que les autres forces vives de notre pays fassent leurs propositions et puis on verra laquelle des propositions sera la meilleure qu'on pourra adopter finalement. Fernandez Mourola est secrétaire exécutif national du RENADOC. Il était joint. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À propos de la République démocratique du Congo, cette fois, payer ce que nous avons perdu est le titre d'un rapport du Centre international de la justice transitionnelle qui est publié aujourd'hui. Ce rapport dénonce le manquement du gouvernement congolais à son devoir de payer les réparations ordonnées par la justice pour les crimes commis par l'armée. Détail, Mamkambel Touré. Un rapport du Centre international pour la justice transitionnelle, ICTJ en sigle, détaille 4 affaires portées devant la justice militaire de la République démocratique du Congo, impliquant des douzaines de victimes de violations des droits de l'homme et près d'$1 million en réparation dues par Kinshasa et non encore versées. Dans chacune des affaires, bien que de sérieux crimes aient été commis contre des civils par des membres de l'armée congolaise, le gouvernement n'a pas encore payé les réparations ordonnées par les tribunaux. Charanjit Parmar, chef de mission pour le programme République démocratique du Congo de ICTJ. Dans le rapport, le Centre international pour la justice transitionnelle décrit des cas où le gouvernement congolais a été condamné pour les indemnisations judiciaires pour des crimes qui ont été commis par leurs agents, c'est-à-dire les membres de l'armée congolaise ou la sécurité des militaires et leurs agents. Comme l'explique le rapport d'ICTJ, l'incapacité du gouvernement à agir a de nombreuses conséquences pour les victimes et les communautés affectées en proie à la violence depuis de nombreuses années. Non seulement les victimes souffrent encore des conséquences des violations des droits de l'homme qu'elles ont subies, mais en plus la situation a détruit la confiance qu'elles avaient dans le système judiciaire et perpétue un climat d'impunité nourrissant des abus toujours en cours. Il y a des conséquences tellement graves. D'abord, les victimes qui ont participé dans les procès où les membres de l'armée ont été condamnés pour des crimes contre l'humanité et des autres crimes graves. Ces victimes-là, leur confiance dans la justice a été affaiblie. Ils ont cru que la justice va répondre aux leurs besoins. Et maintenant, il y a toujours des difficultés de récupérer les indemnisations qu'ils ont gagnées. Ça a vraiment des conséquences graves pour la confiance de la population vers le système de justice. Le rapport déni de justice recommande l'établissement d'un mécanisme judiciaire indépendant qui contrôle le paiement des réparations ordonnées par la Cour. Le document propose également que les ministres de la Justice, du Budget et des Finances congolais prennent immédiatement les mesures nécessaires pour effectuer les paiements au niveau national et provincial. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Un soldat des FARDC a été lynché par la population civile dans la nuit de mardi à mercredi à Bunia dans la province orientale. Il avait été attrapé dans une bande de voleurs à main armée, ont indiqué les autorités militaires. Un autre soldat a été grièvement blessé dans un autre quartier de la ville. J'ai pu entrer en contact par téléphone à Bunia avec Maître Folo Emmanuel, coordonnateur des activités des organisations de défense des droits de l'homme dans la région. Je lui ai demandé les raisons qui poussent les populations locales à avoir recours à des justiciers maintenant. Tout le monde sait que le gouvernement vraiment ne prend pas bien à charge l'armée et la police. C'est ainsi que certains militaires et policiers s'en prennent maintenant à la population pour essayer de chercher comment dire. C'est ça le problème. Donc le gouvernement ne prend pas à charge l'armée et la police. C'est ainsi que les policiers s'en prennent à la population pour chercher comment dire. C'est ça vraiment la grande explication.
En plus de ça, les militaires et les policiers restent avec la population dans des cités. Donc ici, chez nous, les militaires ne sont pas casernés. Ils sont à la cité, ensemble avec la population. Et ils gardent leurs armes. À ce moment-là, c'est difficile de surveiller tout ce mouvement des armes. Les armes circulent ici et souvent c'est entre les mains de la population, souvent c'est entre les mains de n'importe qui ne devait pas nécessairement avoir une arme. Ils profitent de cette situation la nuit pour créer les sécurités de ça. Il y a tout ce mouvement des armes, le gouvernement ne sait pas contrôler tout ça, comme ils ne prennent pas en charge tous ces militaires-là. C'est ainsi qu'ils cherchent à vivre derrière les deux de la population. Comme le gouvernement en question ne sait pas contrôler tout ça, la population cherche à se prendre en charge elle-même. C'est ainsi que les jeunes, en tout cas dans chaque quartier ici à Bouna, les jeunes s'organisent pour mener des parties. Et c'est trop dangereux parce que ces jeunes-là ne sont pas entraînés à ce genre d'exercice. Et nous craignons même qu'un jour, il y ait un affrontement en quelque sorte entre tous ces bandits-là et ces jeunes. Et ce qui va nécessairement nous amener dans des situations de bain de sang. Maître Folo Emmanuel, coordonnateur des activités des organisations de défense des droits de l'homme à Bunia, dans la province orientale de la RDC. Ajoutons que les autorités annoncent avoir arrêté 10 suspects. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le service chrétien d'animation rurale du Katanga appelle le gouvernement congolais à rétablir la sécurité dans les territoires du nord de la province du Katanga, en proie à l'activisme des groupes Mai Mai depuis plusieurs mois. Les responsables de cette ONG affirment que si la sécurité n'y est pas rétablie, les habitants de cette partie du pays risquent de faire face à une importante crise alimentaire. Selon eux, les agriculteurs de plusieurs localités ne cultivent plus, craignant les attaques des miliciens. Le coordonnateur de l'ONG, Gilbert Kayumba Moutonkole, a une correspondance de Radio Okapi. La constitution en vigueur de la République démocratique du Congo a défini les autorités étatiques au niveau national, provincial et local qui ont dans leurs attributions l'obligation constitutionnelle, j'insiste bien, l'obligation constitutionnelle de sécuriser les populations, notamment du Katanga, de cette contrée-là, et leurs biens. Février jusqu'aujourd'hui, c'est la période qui est la meilleure des périodes pour cultiver surtout les légumineuses. Les populations sont absentes du milieu. La conséquence c'est quoi? Tout ce que nous sommes en train d'importer de l'Afrique du Sud, de la Zambie, ne représente rien. Le 24. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, va présenter demain un rapport sur la situation dans l'est de la RDC à quelques jours de la cérémonie de signature de l'accord cadre de paix sur la RDC. Le secrétaire général de l'ONU écrit, et je cite, « La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est restée précaire car les éléments de l'ancien Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, qui forment maintenant le mouvement du 23 mars, M23, ont consolidé leur pouvoir sur une partie importante de la province du Nord Kivu. Le 20 novembre, à l'issue d'intenses combats l'ayant opposé aux forces armées de la RDC et à la MONUSCO, le M23 a occupé Goma, dont il ne s'est retiré que le 2 décembre. Dans ces circonstances, les attaques contre les civils se sont multipliées et la situation humanitaire s'est considérablement détériorée. Les tensions entre les pays de la région ont été attisées par des informations selon lesquelles le M23 continuait à bénéficier d'un soutien extérieur actif. Ban Ki-moon propose une nouvelle stratégie qui permettrait de s'attaquer aux causes des crises récurrentes et de trouver une solution politique durable. En attendant, l'un des États membres permanents du Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne, s'est engagé à aider la RDC à surmonter les difficultés sécuritaires que traverse l'Est du pays. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Neil Wigan, à l'issue d'une audience que lui a accordée à Goma le gouverneur de la province du Nord Kivu, Lucien Paluku. Les questions politiques, économiques et humanitaires après l'occupation de la ville de Goma par le M23 ont été abordées. Écoutons M. Wigan.
Depuis le début de la crise, nous avons été extrêmement engagés au niveau diplomatique, au niveau international, à travers la MONUSCO et aussi concrètement pour aider la population qui est suffite à travers notre appui humanitaire. Donc nous avons utilisé nos relations avec la RDC, le Rwanda et l'Ouganda pour encourager une résolution à la crise. Nous avons utilisé notre présence dans le Conseil permanent de sécurité des Nations Unies pour encourager la paix là-bas. Nous avons encouragé fortement la MONUSCO pour intervenir, pour assurer la paix. Et nous avons un programme humanitaire d'environ 50 millions de dollars. Notre appui militaire, c'est surtout à travers le MONUSCO que nous appuyons avec 100 millions de dollars chaque année, qui est très signifiant. Nous avons aussi des officiers britanniques qui sont avec la MONUSCO. Neil Wigan a exprimé la position de son pays face à un prétendu projet de balkanisation de la RDC. Le diplomate britannique soutient fermement le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la RDC. Pour un contexte, signalons que d'aucuns, dont notre confrère congolais Le Potentiel, dans un éditorial, interprètent certains propos du secrétaire d'État adjoint américain Johnny Carson sur l'ex-Yougoslavie comme signifiant une acceptation de la balkanisation du Congo. Pour citer notre confrère congolais sur l'accord devant être signé dimanche à Addis-Abeba, que dire de pareil accord-cadre taillé sur mesure? D'abord, il fait la part belle aux agresseurs de la RDC et à leurs filleuls du M23. Ensuite, il s'exécute selon les directives données par le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique, M. Johnny Carson. Nous avons encore en mémoire sa dernière déclaration du haut de la chaire de Brookings Institution. Nous sommes parvenus à une telle solution pour mettre un terme au conflit dans l'ex-Yougoslavie par le biais des accords de Dayton. Nous avons réussi à mettre un terme à la plus longue guerre civile qu'ait connue l'Afrique, le conflit au Soudan, grâce à l'accord de paix global négocié par les États membres de l'IGAD et appuyé par les États-Unis, la Norvège et la Grande-Bretagne. Il faut maintenant un nouvel effort international dynamique au service de la RDC, cite le journal Le Potentiel. Considéré comme le dernier des Clinton, encore actif dans l'administration, Johnny Carson mettrait les bouchées doubles afin de mettre en œuvre le plan de balkanisation de la RDC avant de rendre le tablier, écrit encore Le Potentiel. Les propos de M. Carson suggèrent-ils maintenant, franchement, une balkanisation de la RDC? La réponse de l'ambassadeur britannique Neil Wigan. Bon, je suis pas porte-parole des États-Unis, mais je pense que ce qu'il a dit, c'est que la communauté internationale doit s'impliquer comme ils ont fait en Yougoslavie ou au Soudan. Je n'imagine pas du tout qu'il a dit qu'impliquer une division de la RDC. L'ensemble de la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité ou les États-Unis, comme nous sommes représentés, ont été absolument clairs depuis le début de la crise qu'on doit respecter l'intégrité et la souveraineté de la RDC et qu'on doit éviter toute ingérence externe. L'ambassadeur de Grande-Bretagne Neil Wigan, à l'issue de sa rencontre à Goma avec le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Ces propos ont été recueillis par notre correspondant sur place, Primo Pascal Rodahigua. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, les militaires originaires de la province de l'Équateur seraient dans la ligne de mire du pouvoir. C'est ce que dénonce la Voix des Sans-Voix. Pour le directeur exécutif de l'ONG Rostam Anketa, l'arrestation il y a 10 jours du capitaine Désiré Kobo-Lissambo n'est pas un cas isolé. Il est reproché au capitaine Désiré Kobo-Lissambo l'atteinte à la sûreté de l'État. Il serait l'un de ces hommes qui chercherait à renverser le pouvoir de Kinshasa. Depuis le 11 février 2013, il a été enlevé dans un salon de coiffure ici à Kinshasa. Selon d'autres sources d'information, nous savons qu'il serait détenu à l'état-major des renseignements militaires. Et comme vous savez, là, il y a un régime d'interdiction de visite aux personnes qui sont détenues. C'est ça qui nous inquiète un peu, comme sa famille. On sait que ce capitaine est originaire de la province de l'Équateur. Y a-t-il d'autres militaires originaires de cette province qui ont subi le même sort que lui?
Oui, en fait, nous pouvons citer le cas de nombreux ressortissants de la province de l'Équateur accusés d'atteinte à la sûreté de l'État qui sont inquiétés, détenus ici et là pour des raisons d'appartenance ethnique provinciale. Donc voilà un peu toutes ces situations qui sont inquiétantes en République démocratique du Congo. Le directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix au micro de Zéphirin Quadio. Et toujours en RDC, la classe politique quinoise critique déjà l'accord cadre qui doit être signé dimanche à Addis Abeba pour pacifier l'est du pays. Un accord qui doit être signé par le président congolais Joseph Kabila, tous les chefs d'État voisins et plusieurs organisations internationales, en présence également du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Un journal de Kinshasa a publié le texte. La RDC aurait l'obligation de se démocratiser, mais l'opposition estime qu'il faudrait aussi insister sur la démocratie au Rwanda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général de l'ONU propose une nouvelle stratégie globale pour mettre un terme à la nouvelle vague de violence qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Ban Ki-moon a présenté son dernier rapport devant le Conseil de sécurité ce vendredi à New York. Il reconnaît que les rebelles du M23 ont bénéficié d'une aide extérieure, mais ne montre du doigt aucun pays, contrairement aux experts onusiens qui avaient accusé le Rwanda et l'Ouganda, ce que les deux pays nient en bloc. Je vous propose la réaction du député José Makila, président de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement. Je suis tout à fait d'accord avec les Nations Unies sur le rapport. Seulement, il y a un bémol. Je trouve que le rapport est bâclé. Il faudrait que les Nations Unies puissent voir aussi de l'intérieur tout ce qui compose la société congolaise, c'est-à-dire le pouvoir, l'opposition politique, toutes les rébellions que nous connaissons, la société civile. Quelle est la solution in fine pour qu'on arrive à une paix durable? Parce que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut qu'on sache pourquoi les violences sont récurrentes au niveau de la RDC. Les raisons profondes sont quoi? Il faut qu'on arrive à démasquer tout cela et en finir une fois pour toutes. C'est bien bon d'être en bonne relation, en bonne intelligence avec les voisins, mais quand à l'intérieur du pays ça ne marche pas, il y aura toujours des problèmes. Le rapport de Ban Ki-moon soutient que le M23 a bénéficié d'une aide extérieure, mais ne mentionne explicitement aucun pays. Toutefois, des experts onusiens ont plusieurs fois rapporté que les rebelles ont été soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, ce que ces deux pays démentent fermement. Néanmoins, cela ne traduit-il pas une certaine contradiction au sein même de l'ONU? C'est une confusion totale parce que ce sont les experts de l'ONU qui ont apporté des preuves comme quoi le Rwanda et l'Ouganda étaient agresseurs de la RDC. Et si aujourd'hui ce rapport ne les mentionne pas comme ça, concrètement que ce sont les Rwandais et les Ougandais qui attaquent la RDC, qui soutiennent le M23, c'est un peu bizarre. Nous nous posons la question de savoir, y a-t-il deux ONU? Il y a une ONU qui dit la vérité, il y a une autre qui cache la vérité. Nous voulons que la vérité soit éclatée. Et pour qu'il y ait une réconciliation, pour qu'il y ait une bonne collaboration entre les États, il faut qu'on se dise des vérités. Il faut que le Rwanda nous dise de quoi il nous reproche. Il faut aussi que l'Ouganda nous dise de quoi il nous reproche. Et c'est à ce moment-là qu'on n'aura plus à alimenter les groupes armés contre notre pays. Nous pensons que les Nations Unies a bien fait de faire sortir le rapport, a bien fait de nous mettre autour d'une table, mais si on ne se dit pas la vérité, donc c'est un marché des dupes. Bref, un rapport avec pas mal de limites. Il y a trop de limites et il faut que les Nations Unies disent clairement qui soutiennent les M23. Parce que les M23 n'achètent pas des armes ailleurs. Donc nous le savons, et son premier rapport l'a bien dit clairement que c'est le Rwanda qui soutenait sur le plan militaire le M23. Il faut qu'on le dise, il faut que ça sorte dans le rapport. Et à ce moment-là, il y aura un mea culpa de la part du pays agresseur et nous allons partir sur de bons pieds. José Makila, député de l'opposition congolaise, jointe à New York. Oui, un rapport présenté à 2 jours de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba pour pacifier l'Est de la RDC. Qu'en pensent les Quinois? Chouchou Kawa a baladé son micro dans la capitale congolaise. Concernant la signature ce dimanche 24 février 2013 de l'accord cadre par plus d'une dizaine de chefs d'État africains sur la pacification de l'Est du Congo démocratique, certains Congolais restent sceptiques et vont même plus loin
en disant ne pas faire confiance à l'implication des Nations Unies au problème congolais. Carole Kalonji travaille dans une entreprise privée de la place. Parler des accords, les Nations Unies, on sait qu'ils ont toujours travaillé dans le sens où ils donnent toujours des ordres qui n'ont jamais été respectés. Ils prennent des mesures, ils ont plusieurs résolutions dans ce monde qui n'ont pas été appliquées au fait. C'est-à-dire que les gens ne sont pas sincères et ce sont des problèmes politiques. Quels que soient les accords qu'on peut prendre, on n'est pas sûr de leur réalisation. Et parlant de la situation qui est à l'Est, c'est un conflit interne et les autorités internes connaissent ce qu'il y a ici en interne. Accuser les autres, c'est bien, mais est-ce vrai? Ou alors qui va se reconnaître en ce moment-là? Ils vont signer les accords, mais qui va les respecter? Ce sont des politiciens, on sait ce qu'ils sont. On dit qu'on va signer, mais il y aura encore une réticence. Pourquoi le rapport doit être signé alors que le problème de la légitimité n'est pas encore réglé au Congo? Alors qui va signer à la place du Congo? Un président illégitime, un président légal? Je crois qu'il fallait d'abord régler cette préoccupation-là avant la signature. Nous avons également tendu notre micro à Michel Bongongo, sénateur de l'Union des Forces du Changement, un parti de l'opposition créé par le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Je ne vois rien à reprocher à ces accords, dans la mesure où ces accords vont chercher à renforcer la sécurité dans la sous-région et j'espère que cette sécurité ne va pas mettre en mal l'expression démocratique dans chacun des pays concernés, parce qu'il ne faut pas qu'on soit là tout simplement pour assurer la protection des régimes en place. Non, il faut assurer la libre expression démocratique de nos populations et le libre mouvement, n'est-ce pas, de nos populations. J'espère que cet accord ira dans ce sens-là, dans son application. On va tourner en rond si les Congolais eux-mêmes ne veulent pas se prendre en charge. Ce n'est pas l'étranger, soit-il proche de nous, qui viendra arranger nos problèmes ici. C'est notre propre prise de conscience qui fera que les choses vont marcher ici. Et pour ça, nous devons faire un effort de nous dépasser et de plus en plus aller vers des points de convergence et ne pas s'enliser, demeurer dans des revendications divergentes, dans des positions divergentes. Les Congolais attendent beaucoup de cette conférence en vue d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et espèrent que les Nations Unies s'impliqueront réellement pour que l'est de la RDC soit pacifié une fois pour toutes. De Kinshasa, Chouchoukawa pour la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ça, dans la perspective du dialogue national promis par le président Joseph Kabila, tous les partis politiques se préparent et font des propositions. Chaque parti a son avis sur la façon dont il faut organiser ce dialogue. Dernière proposition, celle de l'UFC. Bruno Minas. Parmi les différentes contributions au dialogue, celle du parti de Kengo-Wadondo, le président du Sénat, est des plus précises. Elle fixe le nombre de participants à 218, majorité et opposition à égalité, toutes les régions représentées, plus les groupes armés, la société civile et la diaspora. L'ordre du jour passe au peigne fin l'ensemble des problèmes, la légitimité, les institutions, le système électoral, l'armée, la justice. Il ne s'agit pas seulement de la crise à l'Est, dit le sénateur Michel Bongongo. Le mal est selon lui plus profond. La République démocratique du Congo est un grand malade qu'il faut absolument opérer et nous avons besoin de très bons chirurgiens pour opérer ce malade. Et comme les autres partis, l'UFC réclame que ce dialogue ait lieu au Congo-Brazzaville avec la facilitation du président Sassou Nguesso. Nous avons des problèmes de méfiance et de suspicion entre nous. Le président Sassou Nguesso connaît ce pays, il connaît les acteurs, les animateurs, il peut beaucoup nous aider, n'est-ce pas, à remettre la confiance ensemble. Les programmes, propositions, cahiers des charges s'accumulent depuis des semaines dans la perspective encore floue d'un hypothétique dialogue national. Le mot dialogue n'est d'ailleurs pas employé par les élus de la majorité, eux parlent plutôt de concertation. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et alors, réponse du gouvernement congolais à la proposition de Kengo-Wadondo, les contributions des uns et des autres sont entendus, mais pour Lambert Mende, le ministre de la Communication, pas question de parler d'autre chose que de l'Est de la RDC, pas question non plus de faire appel à un médiateur étranger. Il n'y a aucun reproche de la part du gouvernement pour des Congolais qui émettent des idées pour essayer d'aider le président à faire aboutir son initiative, mais nous tenons quand même comme gouvernement à rappeler que c'est une initiative du président, elle a trait à la guerre de l'Est et à rien d'autre parce que pour ce qui est de la problématique soulevée par le président du Sénat, il y a un cadre institutionnel qui existe. On a eu un problème de réforme du système électoral dans le pays. Nous l'avons résolu à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a réuni
l'opposition et la majorité. Nous n'allons pas aller chercher ailleurs des solutions. Pourquoi voulez-vous qu'on aille chez un chef d'État étranger pour résoudre des problèmes que notre peuple a déjà résolus? Nous avons affaire à une agression étrangère. Oui, à ce moment-là, il y a des efforts que nous devons faire avec l'aide de la communauté internationale, mais en ce qui concerne la cohésion nationale, il s'agit de Congolais entre eux. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, il répondait à Laurent Corot.